vous distribue mes ordres pour tantôt. Et règle à chacun son emploi. Approchez, Dame Claude, commençons par vous. Bon, voilà les armes à la main. Je vous commets au soin de nettoyer partout. Et surtout, prenez garde de ne point frotter les meubles trop fort de peur de les user. Dame Claude, s'il se casse quelque chose, je m'en prendrai à vous et le rabattrai sur vos gages. Châtiment politique. Allez. Vous, brin d'avoine, et vous, la merluche. Bon. Je vous établis dans la charge de rincer les verres et de donner à boire. Mais seulement lorsque l'on aura soif. Attendez qu'on vous en demande plus d'une fois et vous ressouvenez de porter toujours beaucoup d'eau. Oui, le vin pur monte à la tête. C'est cher, ça. Quitterons-nous, monsieur, nos vieux habits? Oui, quand vous verrez venir les personnes. Et gardez bien de garder vos habits. Mais monsieur, regarde, mon linge est gommé. Et moi, monsieur, mon rêche est troué. Quand il penche, il voit mon boyau. Frappez Rangez cela adroitement du côté de la muraille. Voilà. Et présentez toujours le devant au monde. Et vous, tenez toujours votre chapeau ainsi lorsque vous servirez. Je crois que vous s'attendez que je leur achète une tenue neuve. C'est pas un vieux singe qu'on apprend à... Pour vous, ma fille, vous aurez l'œil sur ce que l'on desservira et prendrez garde qu'il ne s'en fasse aucun dégât. Cela, c'est bien nos filles. Ah, mais cependant, préparez-vous à bien recevoir ma maîtresse, qui vous doit venir visiter et vous mener avec elle à la foire. Vous entendez ce que vous dites? Oui, mon frère. Ah, et vous, mon fils, le damoiseau, à qui j'ai la bonté de pardonner l'histoire de tantôt, ne vous allez pas aviser non plus de lui faire mauvais visage. Moi, mon père, un mauvais visage? Par quelle raison? Mon Dieu, nous avons le train des enfants dont les pères se remarient et de quel œil ils ont coutume de regarder ce qu'on appelle belle-mère. Mais, si vous souhaitez que je perde le souvenir de votre dernière Fredaine, je vous recommande surtout de régaler d'un bon visage cette personne-là et de lui faire enfin tout le meilleur accueil qui vous sera possible. Vous dire vrai, mon père, je ne peux vous promettre d'être bien aise qu'elle devienne ma belle-mère. Mais pour ce qui est de lui faire un bon visage et de bien l'accueillir, je vous promets que je vous obéirai ponctuellement sur chaque pied. Prenez-y garde, au moins. Vous verrez que vous n'aurez pas les vous plaindre. Vous ferez sagement. Valère, aide-moi pour la suite. Où ça, maître Jacques? Approchez-vous, je vous ai gardé pour le dernier. Est-ce à votre cocher, monsieur? Ou à votre cuisinier que vous voulez parler? Car je suis l'un et l'autre. C'est à tous les deux. Mais à qui des deux, le premier? Au cuisinier. Attendez donc, s'il vous plaît. Diantre de cérémonie, est-ce là? Vous n'avez qu'à parler. Je me suis engagé, maître Jacques, à donner ce soir à souper. Grande merveille! Et dis-moi un peu, nous feras-tu bonne chère? Oh oui, monsieur! Et si vous me donnez bien de l'argent? Que diable! Toujours de l'argent! Il semble qu'il ait autre chose à dire. De l'argent! De l'argent! De l'argent! La preuve! Ils n'ont d'autres mots à la bouche. De l'argent! Toujours parler d'argent, mais quelle obsession! Je n'ai jamais vu de réponse plus impertinente que celle-là. Voilà une belle merveille que de faire bonne chère et dire de l'argent. C'est une chose la plus aisée du monde. Mais pour agir en habile homme,
faut parler de faire bonne chère avec peu d'argent. Bonne chère, avec peu d'argent. Oui, Ma foi, monsieur l'intendant, vous nous étonnerez de nous faire voir ce secret et de prendre mon office de cuisinier. Aussi bien vous mêlez-vous séant de faire l'indispensable. L'indispensable. Ah, pour ce soir, qu'est-ce qu'il nous faudra? Voilà, monsieur votre intendant, qui vous fera bonne chère avec peu d'argent. Hey, Avec peu d'argent. je veux que tu me répondes. Combien de gens serez-vous intendant? Alors, ils seront 8 ou 10. Ouais, mais il ne faut prendre que pour 8. Quand il y a à manger pour 8, il y en a bien pour 10. cela s'entend. Eh bien, il nous faudra 4 grands potages, 5 assiettes, samoussas, Mais mon Dieu, mais voilà de quoi nourrir tout Saint-Joseph. rougasse aussi, Ah, bref, tu manges tout mon bien. rôti. Mon corps. Là, il est fou ça. Allez, on va tuer tout le monde. Et monsieur a-t-il habité des gens qui les assassinent à force de manger? Allez, vous en lire un peu les préceptes de la santé et demandez au médecin s'il y a rien de plus préjudiciable pour l'homme que de manger avec excès. Il a raison. Là. Apprenez, maître Jacques, que vous et vos talons, là, les cuisiniers, que ça coûte gorge une table remplie de trop de viande, et que vous se montrez un livre qu'on invite, non pas vous, il faut que la frugalité règne dans son cœur. Et que selon le dire d'un ancien, il faut manger pour vivre et non pas vivre pour manger. Oh, oh mais que cela est bien dit. Approche, que je t'embrasse pour ce mot. Oh. Oh, voilà. Mais voilà la plus belle sentence que j'ai entendue de ma vie. Il faut vivre pour manger et non pas manger pour... non. Comment est-ce que tu dis? Il faut manger pour vivre et non pas vivre pour manger. Ah, Bon, calme-toi un peu. Tu as entendu? Allez. Qui est le grand homme qu'elle fait? Je ne me souviens pas maintenant de son nom. Souviens-toi de m'écrire ces mots. Je les veux faire graver en lettres d'or, sur la cheminée de ma salle. Je n'y manquerai pas. Et pour votre souper, vous n'avez qu'à me laisser faire. J'y réglerai tout cela comme il le faut. Fais donc. tant mieux, j'en aurai moins de peine. Il faudra de ces choses dont on ne mange guère et qui rassasient tout de suite. Gros pois, manioc, patate douce, combat, gonflon. Je suis l'homme de la situation. Arrêtez. Tout à l'heure, le nettoyage. Maintenant, maître Jacques, il faut nettoyer mon carton. Attendez, ceci s'adresse au cocher. Vous dites? Il faut nettoyer mon carrosse et tenir mes chevaux tout prêts pour conduire à la foire. Vos chevaux, monsieur? Ma foi, ils ne sont point du tout en état de marcher. Je ne dirais point qu'ils sont sur la litière. Les pauvres bêtes n'en ont point. Et ce serait fort mal parlé. Mais vous leur faites observer des jeûnes si austères que ce ne sont plus que des idées, des fantômes, des façons de chevaux. Et voilà bien malades, ils ne font rien. Et pour ne rien faire, monsieur, ne faut-il rien manger? Il leur vaudrait bien mieux, les pauvres animaux, de travailler beaucoup et de manger d'eux-mêmes. Cela me fend le cœur de les voir ainsi exténués, car je me sens de la tendresse pour mes chevaux, qu'il me semble que c'est moi quand je les vois pâtir. Je m'ôte tous les jours pour eux des choses de la bouche.
être d'un naturel trop dur que de n'avoir nulle pitié pour son prochain. Le travail ne sera pas grand d'aller jusqu'à la foire. Non, monsieur, je n'ai pas le courage de les mener. Et je ferai conscience de leur donner des coups de fouet en l'état où ils sont. Comment voulez-vous qu'ils traînassent un carotte qu'ils ne peuvent se traîner eux-mêmes? Monsieur, je chargerai le voisin de Picard se charger de les conduire. Et ainsi pourra-t-il nous aider à abriter le souper. Soit. J'aime encore mieux qu'il meure sous la main de quelqu'un d'autre que sous la mienne. Maître Jacques fait bien le raisonnable. Ah! Monsieur l'intendant fait bien le nécessaire. Ah, paix! Monsieur, je ne saurais souffrir les flatteurs. Et je vois bien que ce qu'il en fait, que c'est contrôle perpétuel sur le pain, le vin, le blé, le sel et la chandelle, ne sont rien que pour vous gratter et vous faire de sa cour. J'enrage de cela. Et je suis fâchée tous les jours d'entendre ce qu'on dit de vous. Car j'ai de la tendresse pour vous, et en dépit de ce que j'en ai. Et après mes chevaux, vous êtes la personne que j'aime le plus. Pourrais-je savoir de vous, maître Jacques, ce que l'on dit de moi? Oh oui, monsieur. Si j'étais assuré que cela ne vous fâchât point. Pas du tout, en aucune façon. Pardonnez-moi, mais je sais fort bien que je vous fâcherai. Pas du tout, dis-je. Au contraire, c'est me faire plaisir, et je suis bien aise d'apprendre comme on parle de moi. Ma foi, monsieur, puisque vous le voulez, je vous dirai franchement que non seulement que par qu'on nous jette de tous côtés sans regard à votre sujet et que nul n'est point plus ravi que de vous tenir au guide et aux choses et de faire sans cesse des comptes de votre plaisir. Oh, l'un dit que vous faites imprimer des almanachs particuliers où vous faites doubler les 4 temps et les vigiles afin de profiter des jeûnes où vous tenez votre monde. L'autre, que vous avez toujours une querelle toute prête à faire à vos valets dans le temps des étrennes ou de leur sortie d'avec vous pour vous trouver une raison de ne leur donner rien. Oh, celui-là compte qu'un jour, vous fîtes assigner le chat d'un de vos voisins pour vous avoir mangé les restes d'un gigot de mouton. C'est un foulard, il travaille qu'un bouc de fou. Celui-ci, quand vous surprit une nuit, venant vous-même dérober la voile de vos chevaux, et que votre cocher, qui était celui d'avant moi, vous donna dans l'obscurité je ne sais combien de coups de bâton dont vous ne voulûtes rien dire. Enfin, voulez-vous que je vous dise, l'on ne saurait aller nulle part où l'on ne vous entende accommoder de 1000 pièces. Vous êtes la fable et la risée de tout le monde. Et jamais on ne parle de vous que sous les noms d'avare, de ladre, de vilain et de fesses matières. Vous êtes un sot, un marron, un impudent et un gac. Hélas, ne l'avais-je pas deviné? Vous ne m'avez pas voulu croire. Je vous l'avais bien dit que je vous fâcherais de vous dire la vérité. Apprenez à parler. Insolence. Ah, vous devenez fou. Je suis voir, maître Jacques, vous avez mal à votre franchise. Morbleu, monsieur le nouveau venu qui fait un homme d'importance, ceci n'est pas votre affaire? Riez de vos coups de bâton quand on vous en donnera, et ne venez point rire des miens. Maître Jacques, je vous en prie,
grâce. Oh, mais vous êtes un impertinent. Monsieur Maître Jacques. Il n'y a point de Monsieur Maître Jacques pour un double. Si je prends un bâton, je vous rosserai d'importance. Comment? Un bateau? Je ne dis pas cela. Savez-vous, monsieur le roi, que je suis homme amoureux et vous-même? Je n'en doute pas. Et que vous êtes le courtier potac à fraquer un tout Je le sais bien. et que vous ne connaissez pas encore. Pardonnez-moi. Une grosse de dites-vous. Je le disais en raillant. Que vous savez le balai. Alors que son cœur. La peste soit la sincérité. C'est un mauvais métier. Désormais, j'y renonce et ne veux plus dire vrai. Passe encore pour mon maître, qui a quelques droits de me battre. Mais ce monsieur l'intendant, je l'attraperai si je puis. Savez-vous, Maître Jacques, si votre maître est au logis? Oui, vraiment, il y est. Je ne le sais que trop. Dites-lui, je vous prie, que nous sommes ici. Ah. Ouh. Ah. 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 Que je souffre ici, dans un étrange état, et s'il faut dire ce que je sens, que j'appréhende cette vue. Mais pourquoi? Et quelle est votre inquiétude? Hélas, vous me le demandez? Ne voyez-vous donc pas les alarmes d'une personne toute prête à voir le supplice où l'on veut l'approcher? Je sais que pour mourir agréablement, Harpagon n'est pas le supplice que vous voudriez embrasser. Et je connais à votre mine que le jeune blondin dont vous m'avez parlé vous revint un peu dans l'esprit. Oui, c'est une chose aussi dont je ne veux pas me défendre, et les visites respectueuses qu'il a rendues chez nous ont fait, je vous l'avoue, quelque effet dans mon âme. Mais avez-vous su quel il est? Non. Je ne sais pas quel il est, mais je sais qu'il est fait d'un air à se faire aimer, que si on mettait les choses à mon choix, je me prendrais plutôt qu'un autre, et qu'il ne contribue pas hautement effroyable dans les coups qu'on veut me donner. Mon Dieu, ces blondins sont agréables et débitants bien leur fait, mais la plupart sont gueux comme des rats, et veulent pour vous de prendre un vieux mari qui vous donne beaucoup de bien. Et je vous avoue que les sens ne trouvent pas si bien leur compte du côté que je dis, et qu'il y a quelques petits dégoûts à essuyer avec un tel époux. Mais cela n'est pas pour durer, et sa mort, croyez-moi, vous mettra bientôt en état d'en prendre un plus aimable, et qui réparera toutes choses. Mais quelle étrange affaire vous aussi, lorsque pour être heureuse, il faut souhaiter ou attendre le trépas de quelqu'un, avant de suivre à tous les projets que nous faisons. Vous moquez-vous? Vous ne l'épousez qu'aux conditions de vous laisser veuve bientôt. Et ce doit être là un des articles du contrat. Il serait bien impartial de ne pas mourir pendant 3 mois. À la Lila. Je vous Ne vous offensez pas, ma belle, si je viens à vous avec des lunettes. Oh, je sais que vos appâts sont frappés les yeux, sont assez visibles de même. Et qu'il n'ait point besoin de lunettes pour les apercevoir. Mais enfin, c'est avec des lunettes qu'on observe les astres et les balais. Et je maintiens, et je garantis que vous êtes. Mais un astre, le plus bel astre qui soit dans le pays des aurores. Frosine, elle me répond mot et ne témoigne, ce me semble, aucune joie de me voir. C'est qu'elle est encore toute timide, et puis les jeunes gens ont toujours du mal à témoigner d'abord ce qu'ils sont dans la vie. Tu as raison. Oh, voilà, belle mignonne, ma fille, qui vient vous saluer. Je m'acquitte bien tard, madame, d'une telle visite. Vous avez fait, madame, ce que je devais faire, c'est à moi de vous prévenir. Vous voyez comme elle est grande, mais les mauvaises herbes, ça pousse beaucoup. Oh, l'homme déplaisant. Que dit la belle? Qu'elle vous trouve admirable. C'est trop d'honneur que vous me faites.
adorable, mignonne. Quel mal! Et je vous suis trop obligé de ces sentiments. Ah, je n'écoute plus. Oh! Voici mon fils aussi qui vient vous faire la révérence. Mon Dieu, vas-y, quelle rencontre! C'est justement ce que tu m'avais parlé! L'aventure est merveilleuse! Je vois que vous vous étonnez de me voir de si grands enfants, mais je serai bientôt débarrassé de l'un et de l'autre. Vous dire de vrai, madame, c'est ici sans doute une aventure que je ne m'attendais pas. Et mon père ne m'a pas peu surpris lorsqu'il m'a fait part du dessin qu'il avait formé. Alors, je peux dire la même chose, c'est une rencontre imprévue qui m'a surprise tout autant que vous et je n'étais pas préparée à une pareille aventure. Il est vrai, madame, que mon père ne peut faire un beau choix, et se met une sensible joie que l'honneur de vous voir. Mais avec tout cela, je puis vous assurer que je ne me réjouis point du dessein que vous pourriez être de devenir ma belle-mère. C'est un titre, s'il vous plaît, que je ne vous souhaite point. Et c'est un mariage, vous imaginez bien, pour lequel j'ai de la répugnance. Et avec la permission de mon père, et si les choses ne dépendaient que de moi, cette semaine ne se ferait point. Voilà un compliment bien impertinent. Et quelle belle confession à lui faire! Et moi, pour vous répondre, j'aime vous dire que les choses sont fort égales. Et que si vous auriez de la répugnance à me voir votre belle-mère, je n'en aurais sans doute pas moins voir mon beau-fils. Mais ne croyez pas, je vous prie, que ce soit moi qui cherche à vous causer cette inquiétude. Je serais fort fâchée que vous fassiez du déplaisir. Et je vous donne ma parole que si j'étais censée par une puissance absolue, je ne consentirais point à ce mariage qui vous chagrine. Elle a raison. À ce compliment, il faut une réponse de même. Je vous demande pardon, ma belle, de l'impertinence de mon fils. C'est un jeune sot qui ne sait pas encore la conséquence des paroles qu'il dit. Oh, mais je vous promets que ce qu'il m'a dit ne m'a pas du tout offensé. Au contraire. J'aime de lui un homme de la sorte, et s'il avait parlé autrement, je l'en estimerais bien moins. C'est beaucoup de bonté à vous de vouloir ainsi excuser ses fautes. Le temps le rendra plus sage et vous verrez qu'il changera de sentiment. Non, mon père, je ne veux point changer de sentiment, et je prie instamment madame de me croire. Mais vous voyez quelle extravagance, il continue encore plus fort. Voulez-vous que je trahisse mon cœur? Encore! N'avez-vous pas envie de changer de discours? Eh bien, mon père, puisque vous le voulez, souffrez, madame, que je me mette ici à la place de mon père, et que je vous avoue que je n'ai rien vu au monde de plus charmant que vous, et que le titre de votre époux est une gloire, une félicité que je préférerais au décider des plus grands princes de la terre. Oui, madame, le bonheur de vous posséder est à mes regards la plus belle des fortunes. Et c'est où j'attache toute mon ambition. Il n'y a rien que je puisse faire pour une conquête si précieuse, et les Doucement, doucement, mon fils, s'il vous plaît. C'est un compliment que je fais pour vous, à madame. Mon Dieu, j'ai une langue pour m'expliquer moi-même et je n'ai pas besoin d'un procureur comme vous. Allons! Donnez des sièges! Non! Il faut que de ce pas nous allions à la foire, afin de revenir plus tôt, pour ensuite avoir le temps de vous entretenir. Bon, vous mettez donc les chevaux au carrosse. Je vous prie de m'excuser, ma belle, si je n'ai pas songé à vous donner un peu de collation avant que de partir. J'y ai pourvu, mon père. Et j'ai fait apporter quelques bassins d'orange de Chine, des citrons doux, des confitures que j'ai fait cuire dans votre part. Il a perdu le sens. Craignez-vous, mon père, que cela soit point assez? Mais madame aura la bonté d'excuser cela, s'il lui plaît. Bon, c'est une chose qui n'était pas nécessaire. Oublions cela, madame. Et dites-moi plutôt si vous n'avez jamais vu un diamant plus vif que celui que mon père a au doigt. Il est fait beaucoup. Il faut que vous le voyez de plus près. Il est fort beau sans doute et j'ai quantité de feu. Nini, madame, il est entre de trop belles mains. C'est un présent que mon père vous a fait. Moi? N'est-il pas vrai, mon père, que vous voulez que madame le garde pour l'amour de vous? Comment? Elle demande et me fait signe de vous faire accepter. Je ne veux point. De grâce, il n'a garde de le reprendre. Ce serait... Ce serait l'offenser. Est-ce qu'il soit de ce fils? Oui, du tout.
Et le voilà qui se scandalise de votre refus. Mon père, ce n'est pas de ma faute. Je fais ce que je puis pour l'obliger à la garder, mais elle est obstinée. Bâtard! Madame, vous êtes cause que mon père me querelle. Madame, vous le rendrez malade. Ne résistez point davantage. Mon Dieu, de toute façon, gardez la place puisque monsieur le veut. Bon, pour ne pas vous mettre en colère, prenez la garde maintenant. On vous la rend plus tard. Mon père, je vais faire les honneurs de votre logis et conduire madame dans le jardin où je ferai apporter la collation. N'applaudissez pas ce qui s'indigne! Valère, plie un peu l'œil à tout cela et prends soin, je te prie, de m'en sauver le plus que tu pourras pour le renvoyer au marchand. T'inquiète-toi, mais ça va. Ah, fils impertinent! As-tu envie de me ruiner? Entrons ici. Nous serons beaucoup mieux. Il n'y a plus personne de suspect. Nous pouvons parler librement. Oui, madame, permettez confidence de la passion qui a pris. Je sais les chagrins et les plaisirs que peuvent causer de pareilles traverses, et celle, je peux l'assurer, avec une tendresse extrême pour m'intéresser à votre aventure. Et c'est une douce consolation, madame, que de voir dans ses intérêts une personne comme vous. Et je vous conjure de me garder de si généreuse amitié capable de m'adoucir les cruautés de la fortune. Frosine, ma chère Frosine, voudrais-tu nous servir? Par ma foi, faut-il demander? Je le voudrais de tout mon cœur. Et je n'ai que trop de tendresse à rendre de petits services quand je vois des gens qui sont vraiment tout bien et en tout honneur. Que pourriez-vous faire à ceci? Songe un peu, je te prie. Vous redoutez lumière. Trouve quelque invention pour rompre ce que tu as fait. Ceci est assez difficile, car le mal que j'y trouve, c'est que votre père est votre père. Cela s'entend. Je veux dire qu'il conservera du dépit si l'on montre qu'on le refuse, et qu'il ne sera point du tout d'accord de donner consentement après à votre mariage. Il faudrait pour bien faire que le refrain de lui et caché par quelques moyens de le dégoûter de votre promesse. Tu as raison. Ah oui, j'ai raison, je le sais bien. C'est là ce qu'il faudrait. Mais le diable doit pouvoir trouver les moyens. Attendez. Si vous avez quelques femmes un peu sur l'âge, et qui font de mon talent, et je vois assez bien pour contrefaire une dame de qualité, par le moyen d'un train fait à la hâte, d'un bizarrement de marquise ou de vicomtesse, que nous supposerions de la haute mafate. J'aurai assez d'adresse pour faire accroire à votre père que ce serait une femme éperdument amoureuse de lui, qu'elle souhaiterait recevoir sa femme jusqu'à lui céder tout son bien par contrat de mariage. Et je me doute point qu'il me ferait à l'oreille la proposition, car enfin il vous aime fort, je le sais, mais il aime un peu plus l'argent. Et quand, ébloui de cela, il aurait une fois consenti à votre mariage, il importerait peu ensuite qu'il se désabusât en venant vouloir voir clair aux effets de notre marquise. Tout cela est fort bien pensé. Laissez-moi, je viens de me ressouvenir d'une de mes amies qui sera notre fête. Sois assuré, Frosine, de ma reconnaissance si tu viens au bout de la chose. Mais, charmante Marianne, comment je vous prie pardonner votre mère? C'est toujours beaucoup faire que de rompre ce mariage. Faites-y de votre part, je vous en conjure, tous les efforts qui vous sera possible. Déployez sans réserve les grâces éloquentes et les charmes plus puissants que le ciel a placés dans vos yeux, dans votre bouche. Je ferai tout ce que je puis, n'oublierai aucune chose. Ouais, mon fils baise la main de sa prétendue belle-mère, et sa prétendue belle-mère ne s'en défend pas fort. Y aurait-il quelques mystères là-dessous? Voilà mon père! Le carreau c'est tout prêt. Vous pouvez partir quand il vous plaira. Puisque vous n'y allez pas, mon père, je m'en vais les conduire. Ah non, demeurez. Elles iront bien seules et j'ai besoin de vous. Voici. Intérêt de belle-mère à quoi? Que ne semble à toi cette personne? Ce qui m'ensemble, Oui, de son air, de sa taille, de sa beauté, de son esprit. là. Mais encore. Ah, vous en parlez franchement, mon père, je n'ai pas trouvé ici ce que j'avais cru. Son air est de franche coquette, sa taille est assez gauche, sa beauté est très médiocre et son esprit est plus commun. Ne croyez pas que ce soit mon père pour vous en dégoûter, car
belle-mère pour belle-mère, j'aime autant c'est la quenotte. Tu lui disais dans ton pourtant. Je lui ai dit quelques douceurs en votre nom, mais c'était pour vous plaire. C'est bien donc que tu n'aurais pas d'inclination pour elle. Moi, point du tout. Oh, j'en suis fâchée. Car cela rencontré qui m'était venu à l'esprit. J'ai fait dans la voyance ici réflexion sur mon âge, et j'ai songé qu'on pourrait avoir à redire de me voir marier une si jeune personne. Je te l'aurais bien donné, sans la version que tu es moi. À moi? À toi, En mariage? en mariage. Écoutez, il est vrai qu'elle n'est pas à mon goût, mais pour vous faire plaisir, mon père, je me résoudrai à l'épouser, si vous voulez. Moi, mais je suis plus raisonnable que tu ne le crois. Je ne veux pas forcer ton inclination. Pardonnez-moi, mon père, je me ferai cet effort pour l'amour de vous. Ah non, un mariage ne saurait être heureux où l'inclination n'est pas. C'est une chose, mon père, qui peut-être viendra ensuite. Et l'on dit souvent que l'amour est un fruit du mariage. Non, du côté de l'homme, on ne doit pas risquer l'affaire. Si tu avais senti quelques inclinations pour elle à la bonne heure, je l'aurais fait l'épouser. Mais cela n'étant pas, si tu suivrais mon premier dessin et je l'épouserais moi-même. Ah, mon père, puisque les choses sont ainsi, il vous faut découvrir mon cœur. Il vous faut révéler notre secret. La vérité est que je l'aime depuis un jour que je la vis dans une promenade. Rendre visite? Oui, mon père. 2 fois? Assez pour le temps qu'il y a. Vous a-t-on bien reçu? Fort bien, et sans savoir que j'étais. Et c'est ce qui a fait tantôt la surprise de Marianne. Et avez-vous déclaré votre passion et le dessein que vous étiez de l'épouse? Sans doute. Et même, j'en avais fait à sa mère quelques coups d'ouverture. A-t-elle écouté pour sa fille votre proposition? Oui, fort civilement. Et la fille correspond-elle à votre amour? Si j'en dois croire les apparences, mon père, je me persuade qu'elle a quelques bontés pour moi. Je suis bien aise d'avoir appris un tel secret, et voilà justement ce que je demandais. Ah! Vous savez ce qu'il y a, mon fils? C'est qu'il faut songer, s'il vous plaît, à vous défaire de votre amour et à vous marier, dans peu, avec celle qu'on vous destine! Ah, mon père, c'est ainsi que vous me jouez? Eh bien, puisque les choses en sont venues là, je vous déclare que moi, je ne quitte point la passion que j'ai pour Marianne, et qu'il n'a point d'extrémité où je m'abandonne pour ce qui est à mourir. Commandant! Tu as l'audace à dire de briser? C'est vous qui avez salué. Je suis le premier en date. Ne suis-je pas ton père? Et ne me dois-tu point le respect? Ce ne sont point ainsi les choses où les enfants sont obligés de défier mon père. Laisse-moi Et faire. l'amour ne connaît personne. Et je te ferai bien me connaître avec de bons Vous ne compagnons! se feront rien. Tournons sur un mariage! Pas du tout. Donnez-moi un bâton tout à l'heure! Messieurs! Qu'est-ce ceci? À quoi donc songez-vous? Moi que cela. Ah, monsieur, doucement! Ne perds les impudence! Ah, monsieur, de grâce! J'en demandez point. Et quoi, votre père? Laisse-moi faire! Et quoi, à votre fils? Encore pas pour moi? Je veux te faire toi-même, maître Jacques. Juge cette affaire, prie comme j'ai raison! J'y consens. Éloignez-vous un peu. J'aime une fille que je veux épouser, et le panda a l'audace de l'émigrer comme moi, et d'y prétendre malgré mes ordres. Hein? Il y a tort. N'est-ce pas une chose épouvantable qu'un fils qui veut entrer en concurrence avec son père, et ne doit-il pas, par respect, s'abstenir de toucher à mes inclinations? Vous avez raison. Laissez-moi faire et demeurez. Eh bien oui. Puisqu'il veut te choisir comme juge, je n'y arrive point. Il ne m'importe qui ce soit, et je veux bien aussi me rapporter à toi, maître Jacques, de notre différent. C'est beaucoup d'honneur que vous me faites. Je suis épris d'une personne qui répond à mes vœux et reçoit tendrement les offres de ma foi. Et mon père s'avise de venir troubler notre amour par la demande qu'il en fait faire. Ah, il a tort, assurément. N'a-t-il pas honte, à son âge, de songer à se marier? Lui, s'il bien encore d'être amoureux? Et ne devrait-il pas laisser cette occupation aux jeunes gens? Vous avez raison. Il se moque. Laissez-moi lui dire deux mots. Monsieur, votre fils n'est pas si étrange que vous le dites. Et il se met à la raison. Il m'a dit le respect qu'il vous doit, qu'il ne s'est emporté que dans la première chaleur, et qu'il ne fera point refus de se soumettre à ce qui vous plaira, pourvu que vous vouliez le traiter mieux que vous ne faites, et lui trouver quelques personnes en mariage dont il est lieu d'être content. Ah, dis-lui maître Jacques que moyennant cela, il pourra espérer toutes choses de moi et que, hors mariage, je lui laisse la liberté de choisir celle qu'il voudra. Laissez-moi faire. Monsieur, votre père n'est pas si déraisonnable que vous le faites. Il m'a témoigné que ce sont vos emportements qui l'ont mis en colère.
qu'il n'en veut qu'à votre manière d'agir, et qu'il sera fort disposé à vous accorder ce que vous souhaitez, pourvu que vous vouliez vous y prendre par la douceur, et lui accorder les déférences, les respects, les soumissions qu'un fils doit à son père. Ah, maître Jacques, tu peux lui assurer que s'il m'accorde Marianne, il me verra toujours le plus soumis de tous les hommes, et que jamais je ne ferai aucune chose que par ses volontés. Cela est fait. Il consent à ce que vous dites. Elle qui bat le milieu du monde. Tout est conclu. Il est content de vos promesses. Le ciel en soit loué. Oh, messieurs, vous n'avez qu'à parler ensemble. Vous voilà d'accord maintenant. Vous alliez vous quereller, faute de vous entendre. Oh, maître Jacques, je te serai obligé toute ma vie. Oh, il n'y a pas de quoi. Ça fait plaisir, maître Jacques. Cela mérite une récompense. Ah bah, thank you very much. Je vous demande pardon, mon père, de l'emportement que j'ai fait paraître. Cela n'est rien. Je vous assure que j'en ai tout le regret du monde. Et moi, j'ai toutes les joies du monde de te voir raisonnable. Quelle bonté à vous d'oublier si vite ma faute. On oublie aisément les fautes des enfants lorsqu'ils rentreront leur devoir. Quoi? Ne gardez aucun ressentiment de toutes les extravagances? C'est une chose où tu m'obliges par la soumission et le respect où tu te ranges. Je vous promets, mon père, que jusqu'au tombeau, je conserverai dans mon cœur le souvenir de vos bontés. Et moi, je te promets qu'il n'y aura aucune chose de moi que tu te tiennes. Ah, mon père, je ne vous demande plus rien. Et c'est m'avoir assez donné que de me donner Marianne. Comment? Je dis, mon père, que je suis trop content de vous et que je trouve toute chose dans la bonté que vous avez de m'accorder Marianne. Décidez pas de t'accorder Marianne. Vous, mon père? Moi. Sans doute. Comment? C'est toi qui as promis d'y renoncer? Moi? Y renoncer? Oui. Pas du tout. Tu n'es pas des partis qui prétendent. Et au contraire, je suis porté plus que jamais. Comment, bâtard? De recherche? Rien ne peut me changer. Laisse-moi faire, traître. Faites tout ce qu'il vous plaira. Je te défends de ne jamais Ah, voir. honneur. Je t'abandonne. Abandonnez. Je te redonne pour mon fils. Soit. Je déshérite. Tout ce que vous voudrez. Je te donne la malédiction. Avec que faire de vos dons. Suivez-moi vite, suivez-moi, vous dites, je sens bien. Comment? Voici vos affaires. Quoi? J'ai dîné ceci tous les jours. Qu'est-ce que c'est? Le trésor de votre frère que j'ai attrapé. Comment as-tu fait? Vous saurez tout. Vite, je l'entends crier. Voilà. Et l'assassin meurtrier. Justice, je le sais. Je suis perdu, je suis assassiné. On m'a coupé la gorge, on m'a dérobé mon argent. Qui peut être? Qu'est-il devenu? Où est-il? Se cache-t-il? Et dites-moi là. Mais tu poses ici? Qui est-ce? Arrête! Rends-moi mon argent, ton gars! C'est moi. Mon esprit est troublé. J'ignore où je suis, qui je suis et ce que je fais. Hélas, mon pauvre argent, mon cher ami, on m'a privé de toi. Et puisque tu m'es enlevé, j'ai perdu mon support, ma consolation et ma joie. Tout est fini pour moi et je n'ai plus que faire au monde. Sans effet, je n'en puis plus. Je me bats. Je suis mort. Je suis enterré. Y a-t-il personne qui va me ressusciter? Qui l'a pris? Hein? Que dites-vous? Ce n'est personne. Oh, il faut que ce soit qui fait le coup, qu'avec beaucoup de soin on a dédié l'heure, et on a choisi justement le temps que je n'arrive à mon traître de fils. Sortons! Je veux acquérir la justice et faire donner la question à toute la maison, à servante, à valet, à fils, à fille, et à moi aussi. Que de gens assemblés, et je me jette des regards
Mon bonheur. Hé! De quoi est-ce qu'on parle là? De celui qui m'a fait tomber? Quel préfecton là-bas? Est-ce mon bonheur s'y est? De grâce, si on sait quelques nouvelles de celui qui a pris mon argent, je supplie que l'on me dise où il est. Ils nous regardent tous. Ils se mettent à rire. Vous verrez qu'ils sont pas sur notre voile que l'on m'a fait. Alors vite! Des commissaires, des archers, des prévôts, des juges, des gènes, des proteurs et des bourreaux. Je veux faire pendre tout le monde. Si je ne retrouve pas mon argent, je me pendrai mon après. Oh! Laissez-moi faire. Je sais mon métier. Dieu merci. Ce n'est pas d'aujourd'hui que je me mêle de découvrir des vols. Et je voudrais avoir autant de sacs de 1000 francs que j'ai fait pendre de personnes. Tous les magistrats sont intéressés à prendre cette affaire en main. Et si on me fait retrouver mon argent, vous demanderez justice de la justice. Il faut faire toutes les poursuites requises. Vous dites qu'il y avait dans cette cassette 10 000 écus. Bien. 10 000 écus. 10 000 écus. Le vol est considérable. Ah, il n'y a point de supplice assez grand pour l'énormité de ce crime s'il demeure impuni. Les choses les plus sacrées ne sont plus en sûreté. En quelles espèces était cette somme? En bon louis d'or, d'épisoles, d'un trébuchant. Qui soupçonnez-vous de ce vol? Ah, tout le monde. Et je veux que vous arrêtiez prisonniers, il et les bourgs. Il faut, si vous m'en croyez, n'effaroucher personne et tâcher d'attraper doucement quelques preuves afin de requérir après par la rigueur les deniers qui vous ont coûté plus. Je m'en vais revenir. Qu'on me les gorge tout à l'heure. Qu'on me lui fasse griller les pieds. Qu'on me le trempe dans l'eau bouillante. Et qu'on me les gorge après. Celui qui m'a dérobé. Je parle d'un cochon de lait que notre intendant me vient d'envoyer. Je veux vous l'accommoder à ma fantaisie. Ce n'est pas l'affaire. Et voilà monsieur à qui il faut parler d'autre chose. Ne vous épouvantez point. Je suis homme à ne vous point scandaliser et les choses iront dans la douceur. Monsieur est de votre souper? Il faut ici, mon cher ami, ne rien cacher à votre maître. Ma foi, je vous montrerai tout ce que je sais faire et je vous traiterai du mieux qu'il me sera possible. Il n'est pas question de cela. Si je ne vous fais pas assez bonne chère, c'est de la faute de notre intendant qui m'a rogné les ailes avec les ciseaux de son économie. Traître, arrête de parler de souper. On m'a volé mon argent et je veux que tu m'en dises des nouvelles. Vous avez pris votre argent? Oui, coquin. Et je vais te pendre si tu ne me le rends. Mon Dieu, ne le maltraitez point. Je vois à sa mine qu'il est honnête homme et que sans se faire mettre en prison, il vous découvrira ce que vous voulez savoir. Oui, mon ami, si vous nous confessez la chose, il ne vous sera fait aucun mal et vous serez récompensé comme il faut par votre maître. On lui a pris aujourd'hui son argent et il n'est pas que vous ne sachiez quelques nouvelles de cette affaire. Voilà justement ce qu'il me faut pour me venger de notre intendant. Depuis qu'il est entré séant, c'est le favori. On n'écoute que ses conseils. Et je garde sur le cœur les coups de bâton de tantôt. Qu'as-tu à mourir? Laissez-le faire, il se prépare à vous contenter. Et je vous ai bien dit qu'il était honnête homme. Monsieur, puisque vous voulez que je vous dise, je crois que c'est monsieur, votre cher intendant, qui a fait le coup. Allez, Lui-même. lui qui me paraît si fidèle. Oui, je crois que c'est lui qui vous a dérobé. Et sur quoi le crois-tu? Sur quoi je le crois? Oui. Je le crois. Je le crois. Sur ce que je le crois. Mais il est nécessaire de dire les indices que vous avez. As-tu dû rôder autour du lieu où j'avais mis mon argent? Oui, vraiment. Où est-ce qu'il était votre argent? Dans le jardin? Justement. Je l'ai vu rôder dans le jardin. Et donc où est-ce qu'il était votre argent? Dans une cassette. Voilà l'affaire. Je lui ai vu une cassette. Cette cassette, comment était-elle faite? Je verrai bien si c'est la mienne. Comment elle est
dire. Mais c'est en bas que tu prétendrais de l'autoriser, car l'affaire est découverte et l'on vient de tout apprendre. Comment abuser ainsi de ma bonté et s'introduire exprès chez moi pour me trahir? Monsieur, puisqu'on vous a découvert tout, je me prends chercher des détours et vous nier la chose. Aurais-je deviné sans y penser? C'était mon dessein de vous en parler, et j'attendais pour cela des conjonctures favorables. Mais, puisqu'il est ainsi, je vous conjure de ne point vous fâcher, de bien vouloir entendre mes raisons. Et quelle belle raison peux-tu me donner, voleur infâme? Ah, monsieur, je n'ai pas mérité tous ces noms. Il est vrai que j'ai commis une offense envers vous, mais, après tout, ma faute est pardonnable. Comment? Pardonnable? Un guet-apens? Un assassinat de la sorte? De grâce, ne vous mettez pas en colère. Quand vous m'aurez dit, vous verrez que le mal n'est pas si grand que vous me le faites. Le mal n'est pas si grand que je le fais? Quoi? Mon sang? Mes entrailles? Votre sang, monsieur, n'est pas tombé entre de mauvaises mains, et je suis une condition à ne point lui faire de tort. N'en ferait rien. Mais, qu'est-ce que ça dit? Hélas, me le demandez-vous? Oui, mais je te demande de me dire qui t'a porté cette action. Un Dieu qui porte les excuses de tout ce qu'il fait faire. L'amour. L'amour. Oui. Bel amour, ma foi, l'amour de mes louis d'or. Non, monsieur, ce ne sont pas vos richesses qui m'ont tenté, et je proteste de ne rien prétendre à tous vos biens, pourvu que vous me laissiez celui que j'ai. Non, ferait de faire tous les diables, mais il faut éviter l'insolence de pouvoir retenir le vol qui m'appelle. Appelez-vous cela un vol? J'appelle cela un vol, un trésor comme celui-là. C'est un trésor, il est vrai, et le plus précieux que vous ayez sans doute. Mais ce ne sera pas le père qui me le laisser, et je vous demande à genoux ce trésor plein de charme. Et pour bien faire, il faut que vous me l'accordiez. On n'en ferait rien. Dis, Nous nous sommes promis une foi mutuelle, et avons fait serment de ne point nous abandonner. le serment est admirable et la promesse est plaisante, hein. Oui, nous nous sommes engagés d'être l'un à l'autre, à jamais. Je vous en empêcherai bien, je vous assure. Rien que la mort ne peut nous séparer. Mais c'est être bien entier, après mon argent. Je vous ai déjà dit, monsieur, que ce n'est point l'intérêt qui m'a poussé à faire ce que j'ai fait, et un motif plus noble m'a inspiré cette résolution. Vous verrez que c'est la charité chrétienne qui veut me voler mon bien. Mais j'y ferai pour moi, et la justice, par la compter, va me faire raison de tout. Vous en userez comme vous voudrez, et me voilà prêt à souffrir toutes les violences qui vous plaira. Mais je vous prie de croire que s'il y a du mal, ce n'est que moi qu'il faut accuser, et que votre fille n'est aucunement coupable. Je crois bien, comment. Il serait fort étrange que ma fille me trompe dans ce crime. Je veux avoir mon affaire, que tu me confesses en quel lieu tu l'as enlevée. Moi, je ne l'ai pas enlevée, et elle est encore chez vous. Monsieur Cassel. Elle n'a pas quitté ma maison. Non, monsieur. Dis-moi donc un peu. Tu n'y as pas touché? Moi, y toucher? Ah, monsieur, vous lui faites tort aussi bien qu'à moi. Et c'est une ardeur toute pure et respectueuse que j'ai brûlée pour elle. J'aimerais mieux mourir que de lui avoir fait paraître aucune pensée offensante. Elle est trop sage et trop honnête pour cela. Mais Cassel, c'est trop honnête. Tous mes désirs se sont bornés à jouir de sa vue. Et rien de criminel n'a profané la passion que ses beaux yeux m'ont inspirée. Oh, les beaux yeux. Il parle d'elle comme un amant d'une maîtresse. Dame Globe, monsieur, c'est la vérité de cette aventure et peut vous en rendre témoignage. Quoi? Mais ça pensait qu'on puisse la faire. Oui, monsieur, elle a été témoin de notre amour, et ce n'est que lorsqu'elle a connu l'honnêteté de ma flamme qu'elle m'a aidé à persuader votre fille de me donner sa foi et de recevoir la mienne. Hé, est-ce la peur de la justice qui le fait extravaguer? Que nous voulons-tu ici de ma fille? Je dis, monsieur, que j'ai eu toutes les peines du monde à faire consentir sa pudeur à ce que voulait mon amour. La pudeur de qui? De votre fille. Et ce n'est que depuis hier qu'elle s'est résolue à nous signer mutuellement une promesse de mariage. Quoi? Ma fille? T'as signé une promesse de mariage? Oui, et je lui en ai signé une de ma part. Oh ciel! Autre disgrâce! Oh, écrivez, monsieur, écrivez! Empêchez-moi de mal! Froid de désespoir! Allons donc, commissaire! Faites petit de votre charge et dressez-lui-moi son procès comme larron et comme suborneur! Ce ne sont point des noms qui me sont dus, et quand on saura qui je suis. Ah, bien grave! Fille indigne d'un père comme moi! C'est ainsi que tu pratiques les leçons que je t'ai données? Je te laisse prendre l'amour pour un voleur à femme, et tu lui engages ta foi sans consentement! Mais vous aurez tout fait l'un et l'autre. 4 bonnes murailles! Nous répondrons à ton vie une bonne potence! C'est pour vrai sur ton audace! Ce ne sera pas votre passion qui jugera l'affaire, et l'on m'écoutera au moins avant de me condamner. Oh, mais je me suis abusée de dire une potence, hein. Et tu seras oui, tout vite! Ah, mon père, prenez les sentiments un peu plus humains, je vous prie, et n'allez point pousser les choses aux dernières violences, tu vois,
paternelle. Ne vous laissez pas entraîner au premier monde de la passion. Et donnez-vous le temps de mieux considérer ce que vous voulez faire. Prenez la peine de mieux voir celui que vous offensez. Il est tout autre qu'aux yeux de le juge. Et vous trouverez moins étrange que je me sois donné à lui lorsque vous saurez que son amour est plus il y a longtemps. Oui, mon père, c'est celui qui me sauva de ce grand péril que vous savez que je courus dans l'eau. Et à qui vous devez la vie de cette même fille. Oh, cela n'est rien. Mon père, je vous en conjure pour l'amour du prince paternel de me... Mais il me le donne pour moi qui te laisse à noyer, je déteste ce qu'il a fait. Oh, je veux rien entendre. Il faut que la justice fasse son devoir. Ah, tu me paieras mes coups de bâton. Attends, ce moment là, il est chaud là. Ah, c'est bien, Fagon. Mais qu'est-ce? Ah, c'est du Marcel. Vous me voyez le plus infortuné de tous les hommes. On m'assassine dans le bien, on m'assassine dans l'honneur. Et voilà, un traître, un scélérat qui s'est coulé chez moi sous le titre de domestique pour me voler mon bien et pour me subordonner ma vie. Qui songe à votre argent pour vous me faites un galimatia? Oui, ils se sont donnés l'un à l'autre une promesse de mariage. C'est un coup rien que le Seigneur en scène, car c'est vous qui devez vous rendre partie contre lui et engager toutes les poursuites de la justice et vous venger de son insolence. Ce n'est pas de mon dessein de me faire marier de force, ni de prétendre à un cœur qui me serait donné, mais pour vous intérêt, ainsi que bien propre, je suis très embrassé. Voilà, monsieur, étant honnête commissaire, il n'oubliera rien, bâtir de la fonction de son office. Cherchez de faire comme il faut, hein, et rendez les choses criminelles. Je ne vois pas quel crime on peut me faire de la passion que j'ai pour votre fille. Et lorsqu'on saura qui je suis. Mort de tout cela. Et le monde d'aujourd'hui n'est plein que de ces larrons de noblesse qui s'habillent insolemment du premier nom illustre qu'il s'avise de prendre et qui tirent avantage de l'obscurité. Sachez que j'ai le cœur trop bon pour me parler de quelque chose qui n'est point à moi, et que tout Saint-Joseph peut rendre témoignage de ma naissance. Tout beau, tout beau. Prenez garde à ce que vous allez dire. Vous parlez à un homme à qui tout Saint-Joseph est connu et qui peut aisément voir bien les sortes des Je ne suis point homme à rien craindre, et si Saint-Joseph vous est connu, vous savez qui était Don Thomas d'Alburcie. Sans doute, je le sais, et peu de personnes mieux connues que moi-même. Mais je me soucie de Don Thomas, de Saint-Joseph, de Don Martin. De grâce, laissez-le parler, nous verrons ce qu'il en veut dire. Je veux dire que c'est lui qui m'a donné le jumeau. Lui. Allez, vous vous moquez. Cherchez quelques autres histoires qui puissent me réussir. Et ne prétendez pas vous sauver sous cette imposture. Songez à me parler. Ce n'est point une imposture. Et je n'avance rien qu'il me soit aisé de justifier. Quoi? Vous osez dire le fils Don Thomas d'Albus? Oui, je l'ose. Et je suis prêt à soutenir cette vérité devant qui que ce soit. L'audace est merveilleuse. Apprenez pour vous confondre une qui a 16 ans pour le moins. L'homme dont vous nous parlez périt sur mer avec sa femme et ses enfants, et qui, en voulant fuir les cruelles persécutions qui ont accompagné les désordres de Joseph, en fit résider plusieurs nobles familles. Oui, mais apprenez, pour vous confondre, que son fils âgé de 7 ans, avec un domestique, fut sauvé du naufrage par un navire espagnol, et que ce fils sauvé est celui qui se tient devant vous. Apprenez que le capitaine du navire, touché par ma fortune, se prit d'amitié pour moi et me fit élever comme son propre fils. J'ai su depuis peu que mon père n'était point mort comme je l'avais cru. Et c'est en allant le chercher qu'une aventure me fit voir la charmante aiguille, que cette vue me rendit esclave de ses beautés. Cependant, les sévérités de son père me firent prendre la résolution de m'introduire dans son logis et d'envoyer quelqu'un d'autre à la quête de mes parents. Quel témoignage autre que nos paroles nous peuvent assurer que ce ne soit pas une fable bâtie sur la vérité. Le capitaine du navire, un cachet d'agate qui était à mon père, un bracelet que ma mère m'avait mis au bras, le vieux Pedro, ce domestique qui fut sauvé du naufrage avec moi. Hélas, à ce que vous dites, je ne peux répondre ici, moi, que vous n'imposez point. Et ce que vous dites me fait alors savoir que vous êtes mon frère. Vous êtes ma sœur? Oui, le cœur s'est ému dès que vous avez ouvert la bouche. Et notre mère, que vous allez ravir, m'a mille fois entretenu les disgrâces de notre famille.
Le ciel nous fait aussi périr que par ce triste naufrage, et ne nous sauve à la vie que par la perte de notre liberté. Ce ferait qu'un seul nous recueillir, ma mère et moi, sur un début de notre vaisseau. Et après 10 ans d'esclavage, une heureuse fortune nous rendit notre liberté. Nous retournâmes dans Naples, où nous trouvâmes tout notre bien vendu, sans y pouvoir trouver des nouvelles de notre père. Nous retournâmes à Gênes, où ma mère alla ramasser quelques malhonnêtes de succession qu'on avait déchirées. Et de là, fuyant la barbare injustice de ses parents, elle vint en ces lieux, où elle ne vécut une vie presque aussi languissante. Ô ciel, quels sont les traits de ta puissance, et que tu fais bien voir qu'il n'appartient qu'à toi qu'à faire des miracles. Embrassez-moi, mes enfants, mais les vous transporteront à ceux de votre père. Vous êtes votre père? C'est vous qui m'avez raconté pleurer? Oui, ma fille, oui, mon fils. Je suis donc Thomas d'Albercy, de Saint-Joseph. Que le ciel se bat avec tout l'argent qu'il portait, et qui, vous ayant tous cru morts durant plus de 16 ans, se préparait, après un long voyage, à chercher dans l'hymen d'une sage personne la consolation de quelques nouvelles familles. Et le peu de sûreté que j'ai vu pour ma vie à Naples m'y a fait renoncer pour toujours. Je me suis habitué ici, où, sous le nom d'Anselme, j'ai voulu m'éloigner des autres chagrins que cet autre nom m'a causé. C'est là votre fils? Oui, oui. Oh, je vous prends en partie pour me payer 10 000 écus qui m'a volé. Oui, vous volez. Lui-même. Qui vous dit cela? Maître Jacques. C'est toi qui le dis? Ah, vous voyez bien que je ne dis rien. Oui, voilà monsieur le commissaire qui a pris sa déposition. Pouvez-vous me croire capable d'une action si lâche? Mais capable, non capable. Je veux revoir mon argent. Ne vous tourmentez point, mon père, et n'accusez personne. Je viens ici pour vous dire que si vous voulez vous résoudre à me laisser épouser Marianne, votre argent me sera rendu. Oui, dit. Ne vous mettez pas en peine, il est en lieu dont j'aurai tout. C'est à vous de me dire à quoi vous déterminez. Vous pouvez choisir, ou de me laisser Marianne, ou de perdre votre cassette. On n'entend rien noter. Rien du tout. Voyez si c'est votre dessein de souscrire à son mariage et de joindre votre consentement à celui de sa mère. Mais vous ne savez pas que ce n'est pas assez que ce consentement, et que le ciel, avec un frère que vous voyez, vient de me rendre un père, dont vous l'avez obtenu. Le ciel, mes enfants, ne me retenez point pour être un revenu. Seigneur Harpagon, vous en jugerez bien que le choix d'une jeune personne se portera plutôt sur le fils que sur le père. Ne me faites pas dire ce qui n'est pas nécessaire d'entendre, et ainsi consentez qu'avec moi à ce double hyménée. Je n'ai point d'argent à donner en mariage à mes enfants. Et vous me donnez conseil que je dois me chercher cassette. Vous la verrez saine et entière. Mais je vous le répète, vous n'avez point d'argent à donner à mes enfants. Eh bien, j'en ai pour eux. Vous assurez c'est sûr. Oui, vous obligez le coiffeur et que de ces deux mariages, et pourvu que pour les noces, vous me fassiez faire un ami. Soit, je m'oblige. Hola, messieurs. Hola, tout doucement, s'il vous plaît. Qui me paiera les écritures? Nous n'avons que faire de vos écritures. Oui, mais je ne prétends pas, moi, les avoir fait pour rien. Ah, votre paiement. Voilà un homme que je voudrais apprendre. Hélas! Et comment donc faut-il faire? On me donne des coups de bâton pour dire vrai, et on veut me pendre pour mentir. Seigneur Harpagon, vous en jugerez. Il faut lui pardonner cette imposture. Voilà donc le commissaire. Soit. Yann, Allons faire part de notre joie à votre mère. et moi, voilà ma chère.
Ensuite, Chania et Jenny. Dans le volet de Frosine, Maëva. Madame Bidon. Monsieur le Boisiou. Monsieur Payet. Anne-Sophie. Dans le rôle de maître Simon, Madame Bordesoul. Madame Bordesoul. Merci à mes collègues qui ont accepté de jouer avec nous, d'apprendre un long texte, de consacrer des samedis et des dimanches des temps de midi, Madame Millot en anglais. Merci à nos étudiants qui nous ont fait le bonheur de progresser énormément du début à la fin des répétitions. Dans la salle, Madame Gongluxia en chinois, Madame Le Boisiou en Madame Mitsakis, merci au lycée de Babassa, merci aux Dominicains qui nous accueillent aujourd'hui. Quelques étudiants qui sont vers le fond de la salle, avec qui nous avons le plaisir de travailler chaque jour dans cette Hippocagne et Cagne BL Lettres et Sciences sociales. Merci à mon mari Arnaud qui m'a soutenu, qui a passé quelques samedis et dimanches sans moi.